Bonjour, alors vous pouvez vous asseoir et ranger vos téléphones. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur le travail justement, qui est l'un des sous-chapitres du chapitre sur la culture. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi le travail fait partie du chapitre et de la question de la culture en philosophie. Alors on le voit tout de suite avec cette image, le travail c'est le résultat du passage de la nature à la culture. Je vous rappelle ce que nous avions vu dans le chapitre précédent, c'est que la nature, le travail permet de transformer la nature, et c'est ce travail de transformation que l'on appelle la culture. Et évidemment, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que cette culture nous libère de la nature, c'est-à-dire qu'elle nous libère des contraintes naturelles que nous avions rencontrées au départ de l'humanité, qui était totalement dépendante de ses besoins. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes éloignés de la nature, de nos besoins, et qu'ils sont satisfaits à peu près immédiatement pour la plupart d'entre nous. Mais ça ne s'est pas fait tout seul, et ça n'est pas sans conséquence. Ce passage d'une nature qui serait quelque chose qui nous aliène à une culture qui nous libère par le moyen du travail. Je vous rappelle que la définition du travail, c'est un ensemble des activités humaines, manuelles ou intellectuelles, organisées en vue de produire ce qui est utile. On peut donc dire qu'il nous libère des contraintes naturelles, comme le froid et la faim. Par exemple, le travail est capable de faire d'un arbre un abri. Cette place du travail, elle est plus ou moins importante. Aujourd'hui, on sait qu'elle utilise et qu'elle mange notre temps à peu près toute la journée. Ça n'a pas toujours été le cas, et on va voir que c'est extrêmement lié, comme va nous le dire Lévi-Strauss, à la question des besoins. Mais écoutons-le. Bien sûr, l'homme était peut-être davantage en tête-à-tête avec la nature, mais il y avait énormément de jeux entre eux. Et vous savez, quand on s'imagine que l'homme dit primitif ou sauvage ou tout ce que vous voudrez, qu'il était en proie à, disons, la nécessité d'assurer son existence parce qu'il était constamment menacé par le froid, par la faim, par la maladie, et que tout son temps se passait à essayer de subsister, il n'y a rien de plus faux. 3 heures, 4 heures de travail, quelquefois moins, ça suffit très largement pour assurer les besoins d'une famille. Bien sûr, ce sont des besoins très réduits. Ce sont des gens qui ont peu de besoins, mais qui peuvent les satisfaire à très bon compte et qui alors disposent d'un temps considérable eh bien, pour le loisir, ou pour chanter, ou pour danser, ou pour pratiquer leur culte, religion. Et c'est ça que j'appelle enfin, cette chance qu'a eu l'humanité d'interposer entre elle et le monde extérieur des coussins amortisseurs. Bon, nous voyons avec Lévi-Strauss que la question du travail, elle est proportionnée à celle des besoins. Alors effectivement, on peut en quelque sorte se libérer de la nature et de ses lois avec peu de travail. Or, aujourd'hui, on sait très bien qu'on passe au minimum 35 heures de notre temps, de notre semaine à travailler. Et puis même une époque, on le verra tout à l'heure, où l'ouvrier travaillait tous les jours jusqu'à 40 heures, des dizaines d'heures par semaine, évidemment. Bien plus que 35 heures. Alors pourquoi ce travail a-t-il tant pris de place? Parce que tout simplement, nos besoins ont évolué. Voilà la belle maison de Céline Dion qui nous montre la différence et à quoi nous sommes arrivés aujourd'hui. Plus généralement, nos besoins sont de plus en plus importants et la nécessité de travailler est donc de plus en plus importante. Donc nous pourrions nous libérer de la nature assez facilement et laisser peu de place au travail. Malheureusement, nos besoins sont tels que nous devons travailler de plus en plus. Alors ce travail
est devenu si important qu'au lieu de nous libérer, il a fini par nous aliéner. Un exemple, dans une usine chinoise. On aurait bien du mal à expliquer à ces ouvriers que le travail, c'est une liberté, évidemment. Donc on voit bien que le problème se pose de plus en plus, nos besoins augmentent et notre liberté diminue. Vis-à-vis de la nature, elle est toujours plus grande, mais vis-à-vis du travail, elle est de moins en moins grande. Faisons un peu d'histoire et examinons quelques instants la condition ouvrière. Je m'appelle Lucien, j'ai 10 ans, je suis à la mine 12 heures par jour, mes frères aussi et mes sœurs, tout ça pour quelques sous. Moi c'est Marie, j'ai 16 ans, je travaille du matin au soir à trier le charbon, le plus vite que je peux. J'ai tellement peur de mon chef. Au début de l'autre siècle, la France est un pays de rentiers et de propriétaires. Les travailleurs sont ceux qui ne possèdent rien, seulement leurs bras à vendre, que le patron achète comme marchandise au jour, la journée. L'ouvrier est payé à la tâche. Il n'a ni vacances, ni indemnité chômage, ni sécurité sociale, ni retraite. Rigoureusement aucune protection. On voit bien que le problème se pose, il est difficile de parler de travail et de liberté en même temps. Résumons-nous. Donc le problème du travail est qu'il soit à la fois indispensable à la satisfaction de nos besoins par la transformation de la nature, mais ces besoins se sont multipliés et nous ont obligés à travailler sans aucun repos. Le travail peut donc soit nous libérer de la nature, soit nous aliéner au travail en quelque sorte. Alors c'est la question qu'on va se poser maintenant. Le travail est-il une aliénation? Il semble l'avoir été considéré comme une aliénation depuis la Genèse, puisque la Bible nous dit que quand Adam et Ève ont été chassés du paradis, leur première punition, ça a été de devoir travailler. Dieu leur dit, pour les punir, à la femme il dit, je rendrai très grande tes souffrances et ta grossesse, en travail tu enfanteras des enfants, et ton désir sera tourné vers ton mari, et lui dominera sur toi. Donc travail et domination, comme punition. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi, tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Donc encore une fois, le travail est considéré comme une punition. Et il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Donc une vie entière consacrée au travail, voilà notre punition, jusqu'à la mort, quasiment, puisque tu es poussière et tu retourneras à la poussière. De ce pessimisme-là vis-à-vis du travail, l'étymologie ne nous console pas, puisque l'étymologie nous dit que l'étymologie de travail, c'est tripalium, qui est un instrument de torture, et tripaliare, qui est torturé. Donc on voit bien que le travail, qui se présentait comme une libération, est considéré bien souvent, au contraire, comme une punition. Hannah Arendt nous explique, dans l'Antiquité, on considérait que travailler, c'était l'asservissement à la nécessité, et cet asservissement était inhérent aux conditions de la vie humaine. Les hommes étant soumis aux nécessités de la vie ne pouvaient se libérer qu'en dominant ceux qui soumettaient de force à la nécessité des esclaves.
Donc là, on a une raison pour laquelle le travail est considéré comme une punition, c'est qu'il nous ramène à notre matérialité. Il nous ramène en permanence au fait que nous avons des besoins. Et ces besoins, évidemment, nous empêchent d'être libres. C'est plus profond qu'une simple obéissance à des patrons. On verra que c'est important, mais plus profondément, le travail est une aliénation parce qu'il nous aliène vis-à-vis de nos besoins et vis-à-vis dans le fond de la nature. Nous sommes prisonniers de nos besoins, comme de nos désirs d'ailleurs. Donc, dans l'Antiquité, on considérait que le travail était indigne parce qu'il nous montre que nous sommes enchaînés à nos besoins et à la matière. Aujourd'hui, nous pouvons aussi être enchaînés à des besoins économiques imposés par la société. Karl Marx parle alors d'aliénation. Voilà, on avait ce film que tout le monde connaît de Charlie Chaplin, qui montre bien comment l'ère industrielle a aliéné l'homme à la machine. Enchaîner l'homme à la machine. Alors, la définition d'aliénation, c'est l'état de l'individu qui, par suite des conditions extérieures, économiques, politiques, religieuses, cesse de s'appartenir, devient esclave des choses. On ne peut pas mieux dire qu'on perd notre liberté par le travail. En quoi consiste l'aliénation du travail? Dans le fait que, ça c'est Karl Marx qui parle, dans le fait que le travail est extérieur à l'ouvrier, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à son essence, que donc dans son travail, celui-ci ne s'affirme pas, mais se nie. Résultat, l'ouvrier n'a le sentiment d'être lui-même qu'en dehors du travail, et quand il travaille, il ne se sent pas chez lui. On voit bien que l'aliénation, en dehors de l'aliénation aux besoins, elle est un empêchement de s'exprimer en tant que sujet libre. Le travail ne me permet pas, quand il ne me permet pas de m'exprimer en tant que sujet libre, eh bien ça devient une aliénation. Selon Marx, le travail doit respecter l'individualité de chacun, c'est-à-dire le laisser être un sujet libre qui sait pourquoi il travaille et pas un objet. Mais ça ne va pas se faire facilement. Cette libération, en quelque sorte, par le travail que nous verrons plus tard. D'ailleurs, Marx parle d'exploitation. Alors c'est simple, le capitaliste possède la machine et donc les outils de production dont il connaît la finalité. L'ouvrier possède sa force de travail qu'il vend au patronat sans connaître la finalité de son travail. Évidemment, si j'étais libre, je sais pourquoi je fais quelque chose. Quand je ne suis pas libre, je ne sais pas pourquoi je le fais. Et ça, on va voir que ça a aussi des conséquences. L'un des exemples les plus frappants de cette aliénation du sujet qui ne sait plus pourquoi il agit, c'est le taylorisme. On voit bien que dans le taylorisme, le sujet disparaît complètement. Il n'est plus lui-même, il n'est plus qu'une machine parmi les autres quasiment. C'est ce que l'on va voir aussi dans l'histoire, puisque cette aliénation au travail a une histoire. C'est un progrès. Les industriels aussi font des progrès. Dès le début du siècle, le constructeur américain Ford et l'ingénieur Taylor ont révolutionné les méthodes de production. C'est le chronomètre qui commande. Il faut supprimer les gestes inutiles. Le savoir-faire compte moins que la vitesse et la répétition. Le travail à la chaîne crée l'OS, ouvrier spécialisé dans une seule tâche. Les fonctions changent, les rythmes s'accélèrent et le travail se dégrade. On voit bien donc comment le taylorisme fait disparaître le sujet, puisque dans le fond, ce qu'il fait, n'importe quelle machine, et d'ailleurs ça a été prouvé plus tard, peut le faire. Aujourd'hui, les usines sont automatisées. N'importe qui peut le faire. Lui, il ne compte pas, il n'a rien à savoir, aucun talent, son savoir-faire ne va pas évoluer. Il suffira qu'il fasse toujours exactement le même geste. Donc on arrive à cette situation. Normalement, si je puis dire, la nature, je la travaille, je satisfais des nécessités vitales et je sais pourquoi je travaille. Là, je ne suis pas aliéné, au contraire, le travail me permet de me libérer de mes besoins. L'aliénation, ça consiste à ce que je ne sache plus pourquoi je travaille. Je ne sais plus quelle nécessité, à quoi ça sert.
et à la fin, je sais que je reçois un salaire et c'est tout. Donc c'est dire que je perds, en perdant le pourquoi, je perds ma liberté. C'est le propre de ce à quoi nous oblige les machines-outils. L'ouvrier ne se reconnaît pas dans ce qu'il fait, il n'est plus qu'un moyen, un instrument. Dans la manufacture, l'ouvrier se sert de la machine, dans la fabrique, il sert la machine. C'est la différence entre l'artisanat et l'usine. Il faudrait le développer. Donc le travail, depuis la Bible, est considéré comme un esclavage, une aliénation. Pourquoi? Parce qu'il impose aux travailleurs d'effectuer des tâches qu'ils ne décident pas de faire et dont ils ne voient pas le sens. Ils restent prisonniers de ses besoins. Alors, dans ces conditions-là, comment peut-on espérer que le travail devienne une libération? C'est ce que nous allons voir maintenant. Rappelons d'abord ce que c'est que la liberté. On va voir tout de suite que ce qu'on a vu, c'est le contraire de la liberté, puisque la liberté, c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, opposée à l'esclavage et servitude, et c'est la possibilité de pouvoir d'agir sans contrainte, de manière autonome, liberté de décision, d'action. Il a toute liberté pour agir. Alors on va voir quand même un exemple où le travail peut être une libération et on va voir pourquoi. Écoutons d'abord l'ouvrier. I'm Josh Sutton. I work on the engines on Float A8. Pretty much where we wrap everything out, get it out to the field. I'll take the controls. I'll usually be one of the guys to lift the engine up and get it close to where it needs to be. We use various amounts of tools, you know, torque wrenches. It's an important part of the build. I like what I do. I get to hang the engines on a 737. And I mean, most of us fly on 737s when we go to the airport. So it's fun to walk on that plane and say, I was probably a part of that right there. It's something to be proud of. Alors on voit ici que le travail n'est pas nécessairement une servitude. Manifestement, cet homme est heureux de faire ce qu'il fait parce qu'il sait pourquoi il le fait. Il dit, je suis une part importante de la construction et je suis fier. Donc le pourquoi, savoir pourquoi je fais quelque chose me permet d'être un sujet et de m'approcher d'une certaine liberté, et du coup fait du travail un moyen de me libérer et non plus un moyen d'aliénation. On est loin de la chaîne du taylorisme. Les vertus de la division du travail. Alors on va voir comment ça peut fonctionner, un travail qui est beaucoup plus intelligent que celui qu'on a vu jusqu'ici. Il n'y a personne d'accoutumé à visiter des manufactures à qui on ait fait voir une machine ingénieuse imaginée par quelques pauvres ouvriers pour abréger et faciliter sa besogne. Autant dire que si je demande à l'ouvrier de réfléchir à son travail, évidemment, ça changera. Et d'ailleurs, ça a été utilisé très concrètement, ça s'appelle le toyotisme, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Le toyotisme est un mode de fonctionnement et de développement d'une entreprise basé sur la participation de différents acteurs et sur la réduction des coûts sans perte de qualité grâce à une meilleure organisation du temps de travail. Le mot tire son origine du constructeur automobile japonais Toyota. C'est-à-dire que, au lieu de faire des travaux à des gens dont ils ne comprennent pas le sens, eh bien, non seulement ils savent pourquoi ils le font, mais en plus, leur participation est importante. Ils comprennent que la participation est importante. Étant responsables de leur travail, évidemment, avec la responsabilité va la subjectivité, avec la subjectivité va la liberté. Voyons ça plus dans le détail. La division du travail, c'est l'initiative et la solidarité. En effet, dans le taylorisme, chacun fait son travail sans les autres, indépendamment des autres, et sans comprendre pourquoi il le fait. Mais ce qui est possible, c'est de se dire que, dans le fond, chacun fait une tâche qui va entrer en relation avec les tâches des autres, et du coup, chacun a un rôle important dans une communauté, ce qui change tout. D'ailleurs, Émile Durkheim nous l'explique assez bien. La division du travail suppose que les individus diffèrent les uns des autres. Il faut donc que la conscience collective laisse découverte une partie de la conscience individuelle.
pour que s'y établissent ces fonctions spéciales qu'elle ne peut pas réglementer, et plus cette région est étendue, plus est forte la cohésion qui résulte de cette solidarité. Le joug que nous subissons laisse alors bien plus de place au libre jeu de notre initiative. Voilà, donc grâce à la division du travail, chacun fait son travail, il sait pourquoi il le fait et ça rentre dans une logique partagée par tous, permet à chacun de retrouver son individualité et donc sa liberté. Selon Émile Durkheim, la division du travail engendre une solidarité des travailleurs en même temps qu'elle leur laisse des libertés individuelles. En effet, le fait de reconnaître leurs différences permet de reconnaître les compétences de chacun. Alors, Marx explique, ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l'imagination du travailleur. Ce n'est pas qu'il opère seulement un changement de forme dans les matières naturelles, il y réalise du même coup son propre but, dont il a conscience, qui détermine comme loi son mode d'action et auquel il doit subordonner sa volonté. En un mot commençant, ce que dit Marx, c'est que la liberté, ça consiste dans l'initiative, on vient de le voir, et l'initiative, ça consiste à être capable d'avoir des projets. C'est-à-dire que non seulement la nature, je la transforme, mais je sais pourquoi je la transforme, et j'en fais quelque chose de nouveau, qui n'existait pas avant, je la crée, je crée quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je prévois à l'avance ce que je vais faire. Et ça, c'est par mon imagination, par mon intelligence, par ma culture que je vais le faire. J'inclus dans la nature mon projet, mon but, ma volonté, donc ma liberté. Marx montre que le travailleur est capable d'un projet, d'une action suivie de volonté, en un mot, d'exercer sa liberté dans son travail. L'ouvrier est un sujet, pas un objet. On voit donc. Le travail peut rester un moyen de se libérer si le travailleur est reconnu en tant qu'individu important dans la chaîne de production. Il n'est plus un numéro qui ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Savoir que l'on fait, c'est alors se libérer ce que l'on fait, c'est alors se libérer de la matière pour être capable d'avoir un projet qui la dépasse. C'est passer de la nature à la culture. Être un sujet responsable, c'est être un sujet libre, un sujet libéré des contraintes de la nature et de ses besoins vitaux. On voit donc que l'aliénation par le travail n'est pas une fatalité. On peut très bien trouver un moyen de travailler ou des types de travaux qui nous permettent d'être nous-mêmes, d'être libres, en nous libérant de nos besoins et en étant capables d'introduire notre volonté à l'intérieur de la nature, en la transformant. Bon, cette liberté aujourd'hui, elle est possible. Nous voilà totalement libérés donc de la nature. Dans tous les cas, de toute façon, le travail nous libère de la nature et de ses contraintes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué, évidemment, et aujourd'hui, la technique nous a servi à tout ça. Mais est-ce que la technique n'est pas en train de se retourner contre nous? C'est la question que nous allons poser dans une troisième et dernière partie. Faut-il avoir peur de la technique? On va voir qu'il y a plusieurs raisons qui nous poussent à nous inquiéter de cette capacité que nous avons à prendre l'initiative sur la nature, au point qu'aujourd'hui nous l'oublions et que nous en faisons quasiment notre esclave. Ce qui n'est pas sans conséquence. Aujourd'hui, l'humanité s'est libérée de la nature au point qu'elle pense pouvoir en faire son objet et ne pas la respecter. Il va donc falloir repenser les rapports de la nature et de la culture en repensant la technique. Je rappelle encore une fois, la technique, voilà les définitions. Le travail, c'est un ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile, c'est ce qu'on a vu. Et la technique, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour la transformation de la nature, ensemble de procédés méthodiques et scientifiques employés à la production. Grosso modo, la nature, ça va du marteau au robot. La technique, ça va du marteau au robot. C'est tous ces moyens qui nous permettent de transformer la nature par le travail. Mais regardons ce qui s'est passé depuis, disons, le début de l'ère technique.
En 1950, en 1984, Bhopal, un nuage toxique mortel, des milliers de victimes. En 1986, l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Là, le nombre de victimes est difficile à noter, tellement il est grand. L'usine chimique d'Ozoferne, c'est pas facile à prononcer, en Touraine. Catastrophe aussi. 1992, une rupture du système d'ammoniac liquide. 129 morts et 1150 blessés. 1992, explosion dans une centrale thermique de Courbevoie. 2 morts et 59 blessés. 1997, tout près de chez nous, explosion de poussière de céréales à Blaye, 11 morts et 1 blessé. Déversement de 100 000 mètres cubes d'eau cyanurée en Roumanie, dans des fleuves. La faune et la flore sont détruites sur des centaines de kilomètres. 2001, Toulouse, explosion d'une zone de stockage, une trentaine de morts et des milliers de blessés. 2011, Japon, séisme, tsunami, explosion d'une centrale nucléaire à Fukushima. Alors l'une des particularités de cette dernière catastrophe, si je puis dire, c'est que se sont coalisées et la nature et la technique. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que les séismes et les tsunamis sont le résultat d'une technique folle. Ça s'est toujours passé et ça se passera toujours. Mais il se trouve que ça s'est aggravé encore à cause de la technique et à cause évidemment du fait que ça a provoqué l'explosion d'une centrale nucléaire à Fukushima. Et on va écouter ici maintenant un spécialiste qui va nous montrer qu'il va falloir que nous pensions autrement nos rapports avec la nature. Un tremblement de terre hors norme, un tsunami beaucoup plus rapide et hors norme, et là-dessus un problème nucléaire, nous avons emboîté 3 formes de crise, chacune étant dehors des cadres, et la densité et la connexion entre ces 3 font qu'on est sur un autre terrain. Et en plus, on n'a jamais imaginé devoir traiter un accident nucléaire à l'intérieur d'un domaine totalement désastré, totalement sinistré, des populations partout, comment on protège des populations alors qu'on ne peut pas les évacuer, que le terrain est inaccessible. Là, on est en terrain totalement hors cadre. Et la vraie question donc à se poser, c'est comment on se prépare aujourd'hui à devoir travailler alors qu'on est en terrain dans lequel on n'a pas le script, on n'a plus la page, elle n'est pas écrite. Il faut l'inventer en temps réel et c'est une situation extrêmement difficile. Voilà le défi sur lequel on se trouve au Japon. Globalement, dans tous les pays du monde et dans toutes les équipes, c'est à peu près le même genre de diagnostic. Vous avez un temps de sidération, d'attente, que ça veut bien rentrer dans le cadre pour qu'on puisse appliquer les solutions habituelles. Et donc il y a un blanc qui fait que, globalement, et ça on le voit à chaque crise, il y a 3-4 jours dans lesquels on ne sait pas puisqu'on n'a pas le plan. Dans une crise anormale, pour laquelle on n'a pas la carte, la clé c'est de réfléchir. De quoi s'agit-il? Quel est le sujet? C'est quoi les erreurs majeures à éviter? Avec qui on va jouer? Les acteurs, ce n'est pas les 3 acteurs prévus, ça va être élargi. Et puis enfin, quelles initiatives? Si vous avez 1 ou 2 idées à me donner, c'est tout de suite, rapidement, pas pour faire des thèses à 15 ans, mais pour être efficace, mais dans la demi-heure, dans les 2 jours, dans les 8 jours, et c'est ça qu'il faut être capable de faire. Aujourd'hui, c'est un monde totalement interconnecté, ce ne sont que des réseaux. Et donc nous avons des activités extrêmement liées, dépendantes et interdépendantes. Tout problème spécifique, quelque part, a vocation à donner un problème global. Toute action ou toute non-action aura des répercussions à très haute vitesse et avec des effets dominos dont certains sont visibles et d'autres ne sont pas visibles. Et c'est ça le monde de la vulnérabilité dans lequel nous vivons aujourd'hui. On ne triche pas avec les crises. C'est un moment de vérité.
C'est un moment dans lequel le faux semblant, c'est immédiatement disqualifiant. Et si on déroge à cette ligne de vie, on a beaucoup d'ennuis ensuite pour garder sa crédibilité, sa légitimité et même la dignité. Et ça, il ne faut pas le perdre dans les crises, puisqu'on est là face à des vrais sujets, et qui triche avec ces vrais sujets sera immédiatement avalé par les crises. Le point qui est le plus important, je pense pour moi en ce moment, c'est alors qu'on est extrêmement sous le choc de ce qui se passe, d'être capable d'injecter dans la situation, non pas des vociférations ou du conflit ou des positions totalement bloquées ou des fuites en avant, mais d'injecter vraiment de l'intelligence et de la confiance. Autrement, on ne passera pas ces périodes difficiles. Personne n'a la carte. Il faut qu'on invente tous ensemble les meilleures trajectoires pour l'avenir. Évidemment, ces images peuvent nous rappeler ce que nous vivons en ce moment. Il faut quand même tout de même faire une différence, c'est que ce que nous vivons en ce moment n'est pas le résultat immédiat, en tout cas, d'un problème de technique, mais ça nous rappelle quand même que nous ne sommes pas de purs esprits et qu'un microbe, un virus peut simplement nous toucher parce que nous sommes aussi des êtres naturels. Alors revenons sur la question de la technique. La nature, donc, elle est travaillée par la technique et elle répond théoriquement, bon, et simplement et efficacement à nos besoins vitaux. Mais si le travail de la technique, sachant que dans ce moment-là, elle transforme la nature, elle répond bien entendu à nos besoins vitaux, mais si cette transformation finit par détruire la nature, évidemment, non seulement c'est la nature qui sera détruite, mais c'est aussi bientôt nos besoins vitaux. Donc, ce n'est pas la technique en soi qui est dangereuse, mais l'utilisation que l'on en fait. Elle satisfait nos besoins vitaux alors que la nature n'y suffirait pas, mais si elle détruit la nature, alors elle sera néfaste. Comme l'a montré la catastrophe de Fukushima, il y a urgence à repenser notre rapport à la nature, aux moyens du travail et de la technique. Donc voilà, on arrive à la fin de ce chapitre sur le travail, qui nous pose une question de nos rapports entre la question des rapports entre la nature et la culture. Donc, fin de ce chapitre.